Bonsoir, nous sommes donc de retour pour notre troisième Zoom avec vous, toujours en compagnie d'Arnaud Dubien et Igor Delanoë, donc de l'Observatoire franco-russe, et Pavel Chilsky, directeur général de la Chambre. Alors, on a quelques réponses pour vous aujourd'hui sur les problèmes bancaires, hein, mais on va commencer tout de suite par un petit point sur l'actualité avec Arnaud Dubien. Arnaud, que s'est-il passé ces dernières 24 heures et qu'est-il important de retenir? Il s'est passé beaucoup de choses dans les domaines économiques, politiques ici en Russie et, j'allais dire, diplomatico-militaires. Igor en parlera. Que retenir dans le domaine économique monté dans les aigus, en France en particulier? Je crois qu'on a tous relevé les déclarations assez belliqueuses, on peut le dire, de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui a parlé d'une guerre économique totale qui serait lancée par l'Union européenne à la Russie. Deux observations à cet égard. D'une part, il a, semble-t-il, de très bonnes sources, été repris et il a amorcé, semble-t-il, un rétropédalage en fin d'après-midi. Donc on peut raisonnablement penser que ces déclarations matinales ne reflètent pas les positions de la France, en tout cas celles du président de la République. Deuxième point, il s'est attiré une réponse par Twitter et en français de Dmitri Medvedev, dont on parlait hier, qui lui a rappelé que la guerre économique pouvait parfois aboutir à une guerre réelle. Donc c'est un moment important à la fois en France, mais aussi dans la réaction russe. Deuxième point important s'agissant des dossiers économiques, c'est la réunion qui s'est tenue aujourd'hui autour du Premier ministre Mikhail Mishustin, avec deux annonces majeures. La première, des restrictions sur la possibilité qu'ont les étrangers, et qu'ils n'auront plus, donc provisoirement en tout cas, de céder leurs titres en Russie. En d'autres termes, les investisseurs vont être limités provisoirement dans leur capacité de sortir de Russie, de vendre leurs actifs. Alors certains ont fait l'analyse d'une expropriation. Mon analyse est un peu différente. Je pense que c'est en réalité un grand service que rend le gouvernement russe à de nombreux groupes étrangers qui sont sous pression de leurs gouvernements respectifs. Ils pourront faire valoir que sortir n'est plus possible, sauf par perte et profit. Deuxième annonce importante du Premier ministre russe, 1000 milliards de roubles vont être alloués au rachat de titres de certaines entreprises qui auront particulièrement souffert au cours de cette semaine. C'est une somme extrêmement importante. Elle sera prélevée du fonds souverain russe. Et on en verra l'application en début de semaine, puisque vous savez que la bourse de Moscou est fermée jusqu'au 5 mars. Le rouble tient plutôt le coup, même s'il continue de glisser, mais on n'est clairement pas dans un scénario cataclysmique. On est dans un scénario de glissade maîtrisée pour l'instant. Ce soir, il était, je crois, à 110 pour 1 euro. C'est évidemment beaucoup, mais on n'est pas dans un scénario d'explosion du système monétaire à ce stade. Quelques remarques s'agissant des aspects plus politiques ou sociétaux ici en Russie. Un premier sondage qui est sorti, réalisé par l'OFTSIOM, le Centre d'études pan-russes de l'opinion publique, qui est réputé sérieux mais loyal à l'égard du Kremlin, assez étonnant mais moyennement étonnant, 68% de soutien à l'opération militaire, mais il me semble, contre 22, mais il me semble qu'à ce stade, d'abord la formulation des questions joue, on dit opération spéciale, on ne dit pas guerre en Ukraine, et il me semble, encore une fois, que pour une majorité de Russes aujourd'hui, et a fortiori il y a 2 jours quand le sondage a été effectué, la claire conscience de ce qui se passe n'est pas encore là. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé ce matin à Kharkov, l'explosion d'un missile sur l'administration présidentielle, sur l'administration régionale, va circuler et va certainement faire évoluer l'opinion publique, de même que les pertes, pour l'instant cachées ou mises sous le boisseau, qui sont nombreuses dans les rangs de l'armée russe. Donc, pour l'instant, un soutien important, mais je demande à voir et je demande confirmation dans les prochains jours et surtout, je demande confirmation auprès d'autres centres de sondage.
Il y a par ailleurs des initiatives de la société civile ou de la société tout court. J'avais parlé hier d'oligarques qui s'étaient exprimés. Aujourd'hui, on a des pétitions, l'une ou des lettres ouvertes, une lettre ouverte en particulier signée par environ 800 étudiants, chercheurs, anciens enseignants du MGIMO. Ce n'est pas anodin parce que le MGIMO, c'est l'université du ministère des Affaires étrangères de Russie. Et les gens qui la signent, à mon avis, prennent quelques risques. Euh, Quelques dizaines de prêtres de l'Église orthodoxe de Russie ont également appelé à la paix, alors même que le patriarche s'est exprimé de façon assez alambiquée le 27 février, n'a pas appelé à la fin des hostilités, il n'a pas soutenu non plus l'opération militaire, mais l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou s'est émue très vivement de cette formulation et on peut dire que le patriarche est dans une situation particulièrement inconfortable. Et puis, il y a une autre pétition sur une plateforme que je ne citerai pas, mais qui a déjà recueilli près d'1 million de signatures. Donc, ce que l'on voit, c'est apparemment un soutien que je demande à voir quand même, et surtout des oppositions qui sont peut-être minoritaires, mais très vocales, étonnamment vocales au vu du contexte local. Donc tout ça est à suivre, tout ça évoluera d'heure en heure en fonction de la situation sur le terrain, en fonction également sur le moyen terme d'éventuelles conséquences économiques. Rien n'est figé et tout est à suivre, ce que nous essayons de faire avec Igor Delanoë, à qui je passe la parole. Merci Arnaud. Donc pour l'évolution au niveau diplomatique et sur le terrain. Alors tout d'abord au niveau diplomatique, comme on l'a dit hier, il y a eu une rencontre entre délégations russes et ukrainiennes en Biélorussie. Il n'y a pas eu de claquage de porte, c'est-à-dire elles ne sont pas parties sur une confrontation diplomatique. Il y a eu des discussions qui ont duré 5 heures. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui visiblement ont été échangées. Comme je l'ai précisé hier, les délégations sont arrivées assez classiquement sur des postures maximalistes à partir de quoi ils vont bâtir un rapport de force. Ce qu'on en sait, on sait très peu de choses évidemment de ce qui a été dit, mais on sait que manifestement, il y a eu des points à partir desquels les Russes et les Ukrainiens estiment pouvoir travailler et sur lesquels ils estiment pouvoir atteindre une forme de convergence visiblement assez rapidement. C'est des termes assez qui ont été employés et visiblement, il serait question que ces délégations se retrouvent dès demain pour poursuivre les consultations, étant entendu qu'entre-temps, chacune des délégations est allée faire un rapport aux autorités. Sur le plan militaire, je ne vais pas m'étendre, mais l'effort d'encerclement des principales villes ukrainiennes dans la partie orientale se poursuit, l'effort d'encerclement de Kiev se poursuit. Visiblement, l'Union européenne, enfin les pays de l'OTAN de l'Union européenne vont renoncer au projet de transfert d'avions de combat à l'Ukraine, ce qui est plutôt rassurant par rapport à la dynamique d'escalade que cela laissait augurer, qui aurait été potentiellement dramatique et pour tout le monde. Autre nouvelle, la fermeture des détroits turcs effective cette fois-ci à tout bâtiment de guerre. C'est-à-dire qu'hier, on évoquait cette question des détroits turcs. La Turquie a fait le choix de les fermer, non pas seulement pour les Russes et les Ukrainiens, mais pour tous les bâtiments de guerre. Et ça, c'est important parce que ça peut être interprété comme un geste, on va dire, en faveur de la Russie, dans la mesure où si on avait fermé que aux bâtiments russes, mais qu'on laissait les bâtiments américains rentrer et sortir, ou les bâtiments français, enfin de l'OTAN rentrer et sortir, évidemment, ça aurait été forcément mal interprété potentiellement comme un geste d'hostilité de la part de la Russie. Étant entendu la puissance de feu que les Russes ont concentrée en mer Noire, notamment leur groupe de frappe en mer Noire, les bâtiments de guerre d'OTAN qui se seraient aventurés dans le bassin pontique auraient été, pas dire suicidaires, mais en tout cas, ça aurait été un déploiement extrêmement risqué, vu la tension en mer Noire. Dernier point par rapport à l'Union européenne, ce qui moi me frappe depuis le début, c'est la posture de l'Union européenne qui paraît bien plus à l'offensive depuis 3 jours que les Américains. On s'attendait à ce que finalement ce soit les Américains qui soient un petit peu au front et qui entraînent tout le monde derrière eux. On a l'impression que c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est plutôt les Européens qui créent une force d'entraînement
pour punir la Russie, donc représailles économiques, politiques. Et les Américains, par contraste, paraissent beaucoup plus sur la réserve, paraissent un peu en retrait. Le président Biden a même parlé hier de la possibilité de lever les sanctions s'il y avait des signes tangibles de désescalade sur le terrain. Ce sont des éléments rhétoriques quand même qu'il faut relever, qu'on ne voit pas du tout côté européen pour l'instant. Tant et si bien que les Européens, je rappelle que les Américains jusqu'à aujourd'hui n'ont toujours pas fermé leur espace aérien aux avions russes. Que Boeing n'a pas pris, enfin qu'il n'y a pas de mesures similaires concernant Boeing par rapport à ce qu'on a vu sur Airbus et les transferts technologiques qui sont complètement gelés, la maintenance qui est gelée, etc. Les Américains pour l'instant n'ont pas du tout pris ce type de décision. Donc c'est ce qui me fait dire que pour l'instant ils sont beaucoup plus, je dirais pas modérés, mais en tout cas en retrait par rapport et observateurs par rapport aux Européens. Moi la seule hypothèse que j'ai pour expliquer ça, c'est que les Américains ne veulent pas, dans leur logique de punition de la Russie, ne veulent pas pousser davantage les Russes dans les bras de la Chine. C'est vraiment leur ligne rouge par rapport à cette logique géopolitique qu'ils ont, de triangle avec la Russie, la Chine et les États-Unis. Certes, il faut évidemment punir la Russie économiquement, c'est la logique qu'il y a aujourd'hui, après cette guerre en Ukraine, mais ils ne veulent pas aller jusqu'au point de pousser les Russes davantage dans le bras des Chinois, et on a le sentiment que pour les Européens, ce n'est pas la façon de raisonner, et qu'aujourd'hui, ils sont vraiment sur une logique d'empilement des sanctions, quitte à ce que ça ait des conséquences dans les relations avec la Chine, que les Américains ne souhaitent pas forcément d'ailleurs. Voilà, merci. Merci Igor. Alors on a une première question justement, Arnaud, qui pourra t'intéresser. On dit souvent que l'histoire se répète si la situation dégénère. Alors le sort des citoyens européens pourrait ressembler à celui des deux guerres mondiales. Quel est ton avis sur la question? Écoutez, c'est une question extrêmement difficile. Je crois qu'on espère tous que les choses n'en arriveront pas là, parce que la différence avec les deux précédentes guerres mondiales, c'est qu'on est tous dotés d'armes nucléaires. Donc, je crois qu'il n'y aura guerre de survivants, au cas échéant. Donc, évidemment, l'autre versant de la réponse, l'autre volet de la réponse, c'est que jusqu'à présent, encore une fois, ce sont les scénarios les plus, qui paraissaient les plus improbables parce que les plus durs et les plus extrêmes qui se sont vérifiés. Donc, il faut faire attention. Et je pense de ce point de vue-là qu'il faut faire attention à la fois aux mots, aux actions, et ça vaut pour tout le monde. J'ai parfois l'impression, c'est très subjectif, que les dirigeants de part et d'autre, ce qui m'inquiète, c'est cette impression d'avoir des dirigeants qui n'ont pas forcément le même recul, qui n'ont pas forcément connu la dernière guerre mondiale et qui ont peut-être une connaissance un peu virtuelle, l'ivresse de ce qu'est la guerre. Et d'ailleurs, j'observe que les prises de position les plus modérées au bon sens du terme proviennent d'anciens conseillers de François Mitterrand, par exemple, qui appellent un peu tout le monde à se calmer. Donc je crois qu'il faut faire attention. Ce cocktail d'indignation qui est parfaitement justifié, d'élan moraux qui sont parfaitement compréhensibles, et d'arsenaux nucléaires peut nous conduire parfois dans un contexte où chacun est très nerveux par la force des choses, peut nous conduire à de mauvais choix et à des conséquences catastrophiques. Donc, ce n'est pas. Je crois qu'il faut que tout le monde fasse très attention aux propos et évidemment aux actions. Mais pour poursuivre sur ce qu'a dit Arnaud, je suis tout à fait d'accord. Le fait qu'on ait visiblement renoncé à ces transferts d'avions de chasse, c'est quand même une nouvelle rassurante dans la mesure où ça nous emmenait potentiellement vers l'inconnu. C'est-à-dire, il y avait des scénarios qui pouvaient se mettre en place et qui pouvaient conduire à une escalade dramatique. Et il y a toujours des transferts de missiles anti-chars qui sont d'actualité, les transferts de missiles Stinger et compagnie, et tout ce que j'ai déjà dit hier, que je ne vais pas répéter. Mais il y avait quand même une posture de co-belligérance qui prenait de plus en plus forme à travers le transfert d'avions de chasse. Et ça, il faut bien comprendre que les Russes ne pouvaient pas rester, j'allais dire, les bras croisés, à voir potentiellement leurs pilotes se faire descendre par des MiG-29 polonais pilotés par on partait sur des scénarios, comme j'ai dit, qui sont catastrophiques. Donc ça, visiblement, pour l'instant, ça n'est plus trop d'actualité. Sur une note un peu moins dramatique, tout ce qui est en train d'être transféré, les missiles anti-chars et les missiles Stingers, j'espère, je n'ai pas d'éléments, mais j'espère qu'il y a quand même une surveillance de la dissémination de ce matériel sur le territoire ukrainien, parce qu'on ne peut pas exclure qu'on les retrouve dans quelques années, ces Stingers, au Moyen-Orient, dans le Sahel, et ces missiles anti-chars ailleurs, pourquoi pas, dans d'autres théâtres d'opération.
potentiellement les troupes françaises sont amenées à opérer. On a vu des choses arriver avec les Balkans, hein, souvenez-vous, on avait du matériel qui arrivait des Balkans, qui s'est retrouvé dans les banlieues françaises quelques années après. Donc c'est quand même du matériel qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement dangereux, qu'on est en train de transférer sur un pays qui est en guerre, sur lequel le gouvernement n'a pas le contrôle total, et où on sait qu'il y a quand même un tissu d'économie grise et d'économie parallèle qui est extrêmement développé et qui peut partir ensuite dans des directions qu'on ne maîtrise pas. Donc j'espère que ça, c'est quand même surveillé, mais malheureusement, j'en doute. Avant de parler des questions vocales, on va en parler parce qu'on a beaucoup de questions de votre part dessus. Je continue un tout petit peu sur les questions politiques. Il y a alors la Suisse a décidé d'appliquer les sanctions européennes. Que doit-on en conclure? Écoutez, la Suisse, ce n'est pas très étonnant dans la mesure où la Suisse, depuis 2014 en réalité, comment dire les choses diplomatiquement, disons que le secteur bancaire suisse, qui a longtemps fait aussi office d'acteur indépendant à part, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, de fait est sous contrôle de l'OFAC. Donc les banques suisses ne sont appliquent les directives ou anticipent les directives du régulateur américain. Donc c'est le premier point. Et la neutralité suisse, encore une fois, depuis 2014, on l'a vu, la tendance était plutôt à l'alignement sur les positions de l'Union européenne. Donc ce n'est pas très étonnant en réalité. Les Américains ont demandé à leurs ressortissants d'évacuer la Russie. Peut-être attendent-ils qu'ils aient évacué pour prendre des positions plus drastiques vis-à-vis de la Russie afin de préserver leur sécurité? Moi, je pense pas, mais... Moi, je pense pas non plus parce que je pense pas non plus. J'ai un seul exemple, c'est quand on a eu les événements au Kazakhstan fin décembre, début janvier. Je sais de sources sûres qu'ils avaient fait circuler l'information auprès de leur personnel diplomatique au Kazakhstan que dans l'hypothèse où des soldats russes arrivaient, les soldats russes, hein, pas donc ce qu'on a vu sur place, les maraudeurs ou les émeutiers, ils évacuaient le personnel vers Bishkek parce qu'ils avaient très peur de la présence militaire russe. Donc en fait, ils ont des façons de raisonner et des critères qui ne sont pas forcément ceux auxquels nous on pense spontanément. Et une fois, comme je l'ai dit hier, c'est toujours parmi les premiers à partir dès qu'il y a une crise. Donc, je ne pense pas que le fait qu'il s'en aille va changer la posture américaine. À mon avis, il y a une fois de plus des éléments d'ordre géopolitique qui sont beaucoup plus importants. Si la Russie arrive à s'emparer de Kiev, que pourrait planifier l'Europe en riposte et quels seraient les scénarios? Je pense qu'il y aura encore plus de sanctions. Ils vont d'autres banques, des choses comme ça qui vont encore être mises sous sanctions. Peut-être d'autres matériels militaires qui va être transféré à l'Ukraine pour essayer d'inverser la tendance. Mais je ne sais pas, on va faire beaucoup plus, là, j'essaie d'imaginer. Ou alors accélération du processus diplomatique. Je crois on voit bien qu'il y a, de façon assez classique dans les guerres, deux temporalités, celle des théâtres d'opération et celle des discussions diplomatiques. On voit que les Russes montent en puissance dans leur frappe. Pourquoi? Parce que demain, il y a, vous l'avez dit, des discussions et que plus ça dure, plus les positions sont difficiles à concilier. Donc, il est possible aussi que l'encerclement de Kiev, c'est de ça dont on parle, accélère le tempo diplomatique. Enfin, le diplomatique russo-ukrainien et peut-être russo-occidental aussi. Et pourrait-il y avoir des attaques ukrainiennes sur le territoire russe, dans Belgorod, Novgorod, c'est le cas. Ça a déjà eu lieu. Pas plus tard que tout à l'heure, il y a eu une attaque sur Taganrog, donc au sud de la Russie. C'est une ville qui est sur la mer d'Azov. Visiblement, il y a un missile tactique ukrainien sol-sol qui a été tiré depuis le territoire ukrainien, qui a touché l'aérodrome de Taganrog. Mais en réalité, il y en a déjà eu depuis quelques jours. Alors, c'était peut-être pas aussi spectaculaire qu'un missile tactique qui va s'écraser sur un aérodrome, mais c'était
des munitions qui tombaient en territoire russe et qui visiblement ne faisaient pas trop de dégâts. Mais c'est sûr que là, il y a eu une négligence côté russe qui est assez surprenante et qui là se matérialise parce que Taganrog, il y a quand même Industrie Beriev qui est installé là-bas. C'est un nœud logistique pour des avions de transporteurs. Donc c'est quand même curieux qu'ils n'aient pas pris le soin de protéger ça avec la défense antiaérienne. Ils ont été négligents ou trop confiants en eux. Et ça vient corroborer un petit peu certains éléments qu'on dit depuis quelques jours sur l'interprétation, la façon dont ils menaient cette opération depuis 3-4 jours et sur l'interprétation visiblement qu'ils ont eu de la réalité, de la ténacité des Ukrainiens et de la façon dont ils allaient livrer le combat. Et que penser de l'appel des Russes aux Ukrainiens de quitter les zones près des bâtiments de défense, SBU, etc. C'est ce que je disais à l'instant. Dans les prochaines heures, et dans la perspective notamment des discussions de demain, il va y avoir une intensification dramatique, je pense, des frappes russes. Il y en a eu ce matin des scènes horrifiantes à Kharkov. On peut penser que les antennes, le siège du SBU sur Volodymyrsk, l'ensemble de Kiev sera frappé cette nuit et que d'autres antennes du ministère de la Défense seront frappées. Certaines se trouvent en ville, ce ne sont pas forcément des casernes à l'extérieur. Donc c'est ce que ça annonce, je pense, malheureusement. Et que pensez-vous de la position de la Finlande qui amènera l'OTAN à la frontière russe? Enfin, la Finlande adhérera-t-elle à l'OTAN? Ça fait partie des grandes évolutions, des grands shifts, pour un anglicisme, de ces 3 jours de crise. C'est le fait que la Finlande reconsidère de changer de son statut. Et il y a des discussions aujourd'hui au Parlement finlandais sur les possibilités d'adhérer ou pas à l'OTAN. Donc ça, évidemment, c'est une évolution majeure. La Suède aussi, qui a un statut neutre, mais qui, de fait, on connaît les positions de la Suède à l'égard de la Russie, n'est pas dans l'OTAN, mais est de fait dans quand même une posture très, très, très dure à l'égard de la Russie, pourrait considérer aussi d'adhérer à l'Alliance. Donc ça fait partie des choses, des dynamiques qui vont changer. Et des pays, le Japon, de l'autre côté aussi, est en train de complètement revoir sa posture à l'égard de la Russie. Il parle désormais de territoires occupés, mais de manière beaucoup plus forte pour les îles Kouril. Le Premier ministre japonais appelle le G7 à prendre des sanctions à l'égard de la Russie. Alors, ils avaient pris des sanctions qui étaient un peu cosmétiques après 2014. Là, aujourd'hui, ils sont dans une logique quand même aussi de rétorsion qui est beaucoup plus affirmée. Et ce qui change quand même le fond de l'air par rapport à tout ce qu'on a vu sous l'ère Shinzo Abe et ce qu'on a vu avec Poutine. Il y a un nouveau gouvernement au Japon, il faut préciser, depuis quelques mois aussi, un nouveau Premier ministre, après une mandature Abe qui est historiquement la plus longue depuis des décennies au Japon. Pour l'anecdote, il y a une autre île qui s'est jointe aujourd'hui aux sanctions, c'est la Micronésie. Important. Voilà. Tu as des questions? On a créé une hotline à la CCI France-Russie. On a des questions de cette line. Alors, Arnaud, si tu veux bien les dire. Alors, j'en ai beaucoup. Je vais faire une sélection un peu arbitraire. Une première très technique sur le nucléaire civil. En ce qui concerne les nombreux projets de construction de centrales nucléaires de technologie russe, VER, Finlande, Chine, Turquie, Égypte, pensez-vous que des décisions vont être prises au niveau des États pour maintenir ou non ces derniers, revoir leur organisation? D'abord, j'observe que Rosatom n'est pas sous sanction, ce qui est important pour Rosatom mais aussi pour la France, au vu des coopérations que nous avons dans le nucléaire civil avec la Russie. D'ores et déjà, la Finlande, et me semble-t-il, dès la semaine dernière, avait annoncé non pas une annulation du chantier de centrale nucléaire, mais pas une remise à plat non plus, mais ils allaient reprendre le dossier. Bon, compte tenu des enjeux, je ne pense pas que l'on soit dans un scénario d'annulation du contrat de construction de la centrale de Rosatom en Finlande. S'agissant des autres pays mentionnés, la Chine, la Turquie et l'Égypte, je ne vois aucune raison pour que ces pays, qui sont des pays à des degrés divers, proches de la Russie, en tout cas qui ne sont pas dans une ligne d'hostilité, sur une ligne de sanctions à l'égard de la Russie, je ne vois pas ces pays s'engager sur cette voie-là. Une autre question. De la même manière que les États-Unis et l'Europe tiennent une liste de pays, organisations, personnes avec lesquelles il sera interdit de faire affaire, y a-t-il une liste tenue par la Russie?
À ma connaissance, non. Il n'y a pas de... Les Russes ont des listes noires de personnalités dont l'entrée sur le territoire russe est interdite de façon assez similaire à ce qui existe en Europe ou aux États-Unis. À ma connaissance, il n'y a pas de liste russe de personnes morales, d'entreprises par exemple, qui serait interdite. Tout ça, naturellement, est susceptible d'évolution. On va parler des sanctions bancaires et Pavel, est-ce que tu peux nous dire, on a posé un certain nombre de questions aux banques et on a eu quelques réponses. Donc, Pavel, alors je vais passer en russe. Je voudrais remercier le collègue de la Rosebank, siège au conseil d'administration de la Chambre de commerce. Et voici quelques questions. Donc je vais les lire en russe et puis la traduction se fera иммediatement. Будут ли по-прежнему возможны валютно-обменные операции с рубля на евро и наоборот? Ответ. На данном этапе текущие санкции не затрагивают целенаправленно валютно-обменные операции, включая рубль, евро, форекс. Voilà. Есть ли ограничения по картам Visa, MasterCard? Нет, вы можете в привычном режиме осуществлять покупки как в России, так и за ее пределами, переводить деньги, выпускать карточки как для рублевых счетов, так и для валютных, снимать наличные денежные средства согласно вашему тарифному плану. Третий вопрос. Будет ли ограничен доступ к финансированию со стороны зарубежных банков и международным рынкам капитала для введения санкций? Доступ к иностранным рынкам капитала и финансированию со стороны зарубежных банков будет ограничен для организаций, которые непосредственно попали в санкционные списки. Что касается Росбанка, то он не входит в число данных финансовых организаций. Дай бог, чтобы оно осталось так же. Voilà, donc merci encore une fois à nos amis experts banquiers. Et nous avons, donc, comme nous vous l'avions annoncé hier, conjointement à ce format en vidéo, la hotline qui vous permet de poser vos questions, qu'elles nous répondront sur une base journalière. Et quid des transferts privés? Tout le monde se pose des questions sur à titre personnel, puis-je faire un transfert de ma banque en Russie à ma banque en France? Ça dépend de la banque. Ça dépend de la banque, mais a priori c'est compromis. Donc, alors si c'est une banque qui n'a plus de Swift, non. Mais si on est à la Rosebank qui n'est pas qui n'a pas de problème de Swift, est-ce que je peux faire un transfert? Excellente question, Monsieur le Président, que nous poserons à nos amis banquiers. On me dit non dans la salle, mais je crois qu'effectivement c'est un peu compromis, mais on confirmera ça demain. Et ça, c'est du fait des Russes. Et on me dit que là, c'est la même chose pour la Raiffeisen. Ils ont annoncé qu'il y a de fortes chances qu'à la fin de la semaine, ils ne puissent faire de virement vers l'étranger. Donc, ça risque d'être un vrai casse-tête. Casse-tête, oui. À ma connaissance, à ce stade en tout cas, les restrictions portent sur les résidents russes. Qu'est-ce que tu appelles un résident russe? C'est toute la question. Et ça, il faut voir ce que veut dire résident, si les VKS, par exemple, sont considérés comme résidents ou pas. Les VKS étant les visas d'employés hautement qualifiés en Russie, qu'un certain nombre de personnes détiennent. Je pense que cette explication-là, cette interprétation est cruciale. Est-ce que les VKS tombent sous les restrictions décidées annoncées en tout cas par la partie russe hier? Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous indiquer si les filiales russes d'entreprises françaises peuvent encore envoyer et recevoir des flux financiers? C'est les réponses qu'on vient de faire. C'est très, très difficile aujourd'hui, surtout si vous êtes dans une banque russe qui n'a plus de suite. Ça, c'est impossible. Une question de RMC. Quel est le scénario que vous craignez dans les prochains jours suite aux premières sanctions économiques? Dépend, le vous, c'est les entreprises françaises représentées par la Chambre. Est-ce que c'est chercheur Igor Delanoë, spécialiste des questions militaires? Bon.
Sur un plan purement économique, voilà, ben, je crois que c'est les entreprises françaises. Sur un plan purement économique, bien évidemment, il va y avoir des impacts avec ces sanctions. Ça fait 3 jours ou 2 jours, je ne sais plus, qu'on a des sanctions. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Premièrement, il y a les problèmes des virements. C'est-à-dire que si on ne peut plus rien acheter et ne plus faire de virements en France, on va avoir un problème opérationnel. La seconde chose, c'est tout dépend des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Mais vu que les composants sont, par exemple, sous sanction, vous prenez le secteur automobile et à partir du moment où ils ne peuvent pas faire venir de composants, ils ne peuvent plus construire de voitures. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres secteurs. Vous prenez le secteur pharmaceutique, vont-ils faire pouvoir venir des médicaments? Pourront-ils acheter tout simplement par des problèmes de flux financiers? Donc, ça poserait un autre problème à la Russie, puisqu'on n'aurait plus suffisamment de médicaments, ne serait-ce que pour la population russe. Donc, il y a tout un tas de questions qui se posent. Pour l'instant, il est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir vous répondre à cette question. On ne peut pas mesurer l'impact réel des sanctions, mais bien évidemment, on travaille dessus. Une question aussi qui nous a été posée hier comme aujourd'hui sur l'évacuation. Est-ce que la France, au jour d'aujourd'hui, recommande à ses ressortissants de quitter le pays? La réponse est la même qu'hier, non. Il n'y a pas d'appel lancé par le consulat général de France à Moscou à l'évacuation ou au départ tout simplement des ressortissants. Nous avons décidé de mener une enquête auprès de la communauté d'affaires où nous demandons à nos entreprises si oui ou non elles ont été sollicitées, ou est-ce que leur siège parisien ou français de manière générale leur a donné consigne de quitter le pays. Et par ailleurs, nous leur demandons si ce départ, ils le perçoivent, le cas échéant, comme un départ temporaire ou bien un départ définitif. Donc on pourra également vous faire part des réponses que nous aurons obtenues et traitées à très brève échéance. Alors, Visa et Mastercard suspendent leurs services aux banques russes. Quelles conséquences au quotidien? En Russie, aucune, parce que vous allez prendre une carte MIR, qui est donc le système russe et qui vous permet de faire tous les achats en Russie. La seule conséquence, c'est que vous allez devoir ouvrir un nouveau compte en banque. Mais ça, c'est un problème interne aux banques. Mais vous allez devoir changer de compte bancaire pour ouvrir une carte, pour prendre une carte MIR. Voilà. Mais à ma connaissance, mais je pense au contrôle y compris de notre directrice financière, les restrictions, les perturbations ne concerneraient que les banques sous sanction. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas de Rosbank, la banque, j'allais dire française en Russie, et qui est l'opérateur de très nombreux acteurs économiques français ici. Et employés de la Chambre. Mais bonne remarque, monsieur le directeur. Quid du détail des sanctions russes? Il y a peu de choses actuellement, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contre-sanctions pour l'instant. Alors, il y en a peu, effectivement, et on en a parlé hier et avant-hier. Les premières, de façon parfaitement prévisible, concernaient l'interdiction de survol pour les compagnies occidentales dont les pays d'origine avaient eux-mêmes interdit l'accès d'Aeroflot. Ça, c'est la première chose. Il y a eu une première restriction annoncée par Mme Nabiulina, présidente de la Banque de Russie, hier sur l'impossibilité de transférer vers l'étranger des dividendes, par exemple. Toujours dans cette logique aujourd'hui de garder l'argent en Russie. Et puis aujourd'hui, donc, mais je ne suis pas certain que ce soit une mesure de rétorsion en réalité, cette annonce sur l'impossibilité faite aux investisseurs étrangers, provisoirement, de céder leurs actifs en Russie. Parmi les rumeurs les plus insistantes, on parle d'un projet d'embargo, un peu comme ça avait été le cas après l'affaire Crimène de 2014, qui avait concerné un certain nombre de produits alimentaires, notamment produits laitiers, carnets, etc. Il est question d'interdiction pour l'importation de vins et spiritueux et de produits de luxe en provenance de pays européens. Mais c'est une rumeur qui, pour l'instant, n'est étayée par aucun document officiel. Excusez-moi, on me demande comment on obtient la traduction, mais vous avez un petit onglet en dessous, vous avez une carte du monde, le globe. Le globe.
vous appuyez sur le globe et vous pouvez obtenir la traduction. Les étrangers non résidents peuvent-ils sortir avec des dollars ou euros en liquide? Je n'ai pas vu d'annonce de restriction. Vous avez des quotas, je crois que c'est 10 000 euros ou 10 000 dollars. Sans déclaration. Sans déclaration. Voilà, Mais au-delà, vous devez passer par le corridor rouge. Passer par le corridor rouge et déclarer voilà, l'argent. Question un petit peu différente. Savez-vous si le gaz russe est toujours actuellement vendu et acheminé vers l'Allemagne et les autres pays d'Europe? En tout cas, vers l'Allemagne, c'est absolument certain. La raison pour laquelle SWIFT n'a pas été supprimé complètement, mais les Allemands ont réussi à avoir gain de cause. Donc, ce ne sont que quelques banques, de façon à ce qu'ils puissent acheter du gaz. Et si j'ai bien compris, les livraisons de gaz vers l'Allemagne ont même doublé de provenance de la Russie. Oui, et il faut rappeler que ce gaz transite par l'Ukraine, pour partie. Mais l'un des signaux, parce que je pense que c'est un signal adressé ces derniers jours par la Russie, c'est un relèvement justement des volumes de transit par l'Ukraine. Savez-vous quel est le montant exact des fameuses sommes de l'État russe qui auraient été gelées en Europe? Ça, c'est impossible à savoir, en fait. Ça peut être plusieurs milliards, enfin, c'est plusieurs milliards, mais vous dire le montant exact, c'est pas possible. Quelqu'un a un cas de conscience, je reste en Russie pour sauver mon entreprise, mais je paye donc des impôts à l'ennemi. C'est un cas de conscience, toujours personnel, un cas de conscience. Donc, c'est très difficile de répondre aussi à cette question. L'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit, mais en l'occurrence, effectivement, on essaye de croire à la désescalade et au fait que les dialogues de paix recommencent et que les négociations portent leurs fruits. Une petite des questions à nouveau militaires. Alors, excusez-moi parce que les questions partent. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Y a-t-il à l'heure actuelle un risque réel d'embrasement mondial? C'est une question qu'on peut vraiment se poser, qui inquiète les gens. Et on fait alors allusion aux déclarations de Bruno Le Maire aujourd'hui, mais qui ont été corrigées. Hein, je rappelle, vous n'étiez peut-être pas là, monsieur ou madame, en début de session, mais y a-t-il un risque d'embrasement mondial malgré les déclarations de Le Maire? Non, moi je dirais que non. Tout d'abord parce que pour l'instant, de fait, ça reste un problème militairement entre la Russie et l'Ukraine, mais avec ce qu'on a dit de risque potentiellement de vases communicants avec l'OTAN qui sont toujours extrêmement glissants. Mais ensuite, quand on dit mondial, il y a quand même tout le reste. Hein. La Chine qui est quand même très très prudente, très en retrait, qui veut surtout pas être mêlée à quoi que ce soit. L'Inde qui a aussi pris des positions extrêmement elliptiques pour expliquer que voilà, on reste en dehors de la mêlée. Les pays de la rive sud de la Méditerranée, Moyen-Orient, qui craignent plutôt les pressions que vont leur faire les Occidentaux pour couper les liens économiques avec la Russie, plus que quelconque conflagration militaire pour l'instant. Donc non, mondialement, non, je n'ai pas l'impression qu'on en est fort heureusement à ce stade-là. Une question intéressante aussi, peut-on penser qu'il y a un risque réel sur les moyens de communication internationaux, cap sous-marin, réseaux de satellites, télécom, etc. On parle beaucoup des problèmes de cap sous-marin, des liaisons entre l'Europe et les États-Unis qui pourraient être... On en a parlé hier, dans un scénario d'escalade majeure, oui, on sait que les Russes ont testé des armes anti-satellites à l'automne dernier, je crois. Ils ne sont pas les seuls à en posséder. Et on sait que les câbles sont régulièrement surveillés par les uns et les autres et qui constituent un enjeu majeur en cas d'escalade. Donc, espérons encore une fois qu'on n'en arrivera pas là. Alors, on nous dit FedEx et DHL ne livrent plus depuis la France. Est-ce que la Poste française continue les envois aussi? J'en ai absolument aucune idée. Alors, il n'y a pas d'avion, donc. Non, et par le train? Je ne sais pas.
nous dit le roi Merlin rapatrie les familles. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont rapatrié leurs familles, mais il faut bien se rendre compte que c'est d'une façon temporaire. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés ont rapatrié pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois les familles en attendant de comprendre mieux la situation sur place. Je n'ai pas encore entendu parler de sociétés qui ont rapatrié définitivement les familles. En tout cas, c'est ce que disait Pavel tout à l'heure. On fait une étude auprès des sociétés membres de l'SSI France-Russie pour savoir quelle est leur position et on vous le dira lorsqu'on aura les résultats. D'autant que ça, c'est un facteur aussi qui joue. Nous sommes actuellement en période de congé scolaire et la rentrée des classes a été retardée par décision du proviseur du lycée français de Moscou, Alexandre Dumas, d'1 semaine. Donc, des parents se trouvant avec leur famille au ski en France ont toutes les raisons d'y rester encore un petit moment. On a plein de définitions différentes sur ce qu'est un résident russe. Il y a un petit peu des contradictions sur le site. Je vous laisse le lire parce que vous pouvez les voir. Et on va éclaircir nous-mêmes, si tu peux noter Boris, on va l'éclaircir pour essayer de vous donner une définition plus exacte. Alors, pourquoi les organisations sportives sont-elles de nature politique et excluent-elles les athlètes russes? Pourquoi les étudiants russes sont-ils expulsés? Ma connaissance, je ne crois pas. Mais ne pensez-vous pas que c'est malhonnête et hypocrite? Pour la première fois dans l'histoire, le monde punit une nation entière. Ça fait longtemps que le sport est devenu un levier politique de premier plan. Y compris pour la Russie. Y compris pour la Russie. De ce point de vue-là, je vais faire la publicité d'un collègue, notre bon camarade Lucas Aubin de l'IRIS, qui a fait un excellent livre tiré d'une thèse sur la politisation du sport en Russie, mais qui parle aussi de façon très intelligente de ces questions de fédération, de maillot neutre, de podium sans hymnes nationaux. Sur le fond, hypocrisie ou pas, je ne me prononcerai pas. Je crois que ça ne ferait que de mécontents de toute façon. Et les étudiants, je crois que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Par contre, ce qu'on nous rapporte, et c'est tout à fait désolant, c'est des cas individuels de Russes en Europe. Tu m'en as parlé hier, Président, des musiciens, des artistes qui, d'ailleurs, le plus souvent, sont tous sauf partisans de ce qui se passe en Ukraine et qui sont agressés verbalement, parfois physiquement. On a vu aussi un tag sur la cathédrale orthodoxe à Paris. Évidemment, c'est très grave. Et c'est peut-être plus grave que la politisation du sport, parce que là, on touche, encore une fois, à des individus. À côté de cela, il y a une remarquable tribune dans Le Monde, je vous invite à la regarder, d'André Markovitch, qui est sans doute le plus grand traducteur aujourd'hui, enfin en tout cas l'un des meilleurs traducteurs du russe classique en français, notamment auteur de la traduction intégrale des œuvres de Dostoïevski et de Pouchkine, qui a appelé dans une tribune à faire la part entre le politique et le culturel, en espérant qu'on ne va pas aller jusqu'à brûler, de faire des autodafés des ouvrages de Tchekhov et de Dostoïevski et de Tolstoï, pour la simple et bonne raison que ce sont des auteurs russes. Donc, des deux côtés, vous avez des excès, mais encore une fois, la culture est une langue de dialogue, une langue de paix, et il importe que nous la conservions. C'est peut-être la seule chose qui va nous rester dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en attendant que les canons se taisent. J'espère qu'il nous restera un petit peu d'économie aussi. Et puis, il ne faut pas oublier Anne Koldéfi dans les grandes traductrices, et il y en a d'autres. Qui nous regardent d'ailleurs. Merci Anne. Alors, on nous précise que les cartes Visa et Mastercard émises par les banques russes, même sous sanction, continuent à fonctionner en Russie. Absolument. Elles utilisent un système de paiement russe. On nous dit aussi que la Russell Rosbank commence à réquisitionner les devises sur les comptes courants. Je ne savais pas. Est-ce possible de perdre totalement nos devises sur nos comptes bancaires russes? Je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse à cette question, non, mais il faut qu'on la note. Il y a un indice convergent. Oui. On m'a rapporté un cas, VTB, une personne russe qui a des dépôts, des économies en dollars et qui, malgré plusieurs demandes, ne parvient pas à récupérer, à sortir des dollars. VTB étant une banque, la banque la plus frappée, puisqu'elle est totalement interdite, elle est sur la liste SDN américaine.
Donc, Russell-Rosbank est une banque publique qui, à ma connaissance, est moins frappée, mais il y a des choses. Il se passe des choses dans certains établissements. Ce n'est peut-être pas des réquisitions, mais peut-être qu'ils jouent la montre et que peut-être la Banque centrale leur demande de jouer la montre en attendant d'avoir une vue complète de la situation et de l'état des réserves réelles. Alors, pour avoir une aide de la Société Générale pour faciliter l'ouverture des comptes, on demandera. Pose une question auquel je vais me faire un plaisir de répondre, c'est quel rôle les entreprises françaises installées en Russie peuvent-elles jouer dans cette crise? Quelle stratégie doivent-elles adopter? Partir, s'adapter, autre chose? Alors, partir, je vous dirais non. S'adapter, très certainement. Mais le rôle de l'économie est primordial. Il y a 3 points qui sont primordiaux. Pavel parlait de la culture. Il y a le scientifique. Les liens scientifiques entre la France et la Russie sont absolument uniques. Et universitaires. Et il y a les liens économiques. Et les liens économiques entre la France et la Russie sont aussi uniques, car je ne comprends pas les propos de Bruno Le Maire qui dit en permanence il y a peu d'impact économique entre la France et la Russie puisqu'il y a peu d'échanges. Il n'y a pas peu d'échanges, il y en a énormément. En fait, quand Bruno Le Maire dit ça, il parle juste je ne sais plus, je crois que c'est 11 ou 15 milliards des échanges économiques entre la France et la Russie. Mais pourquoi ils sont plus faibles? C'est parce qu'il y a énormément d'investissements français en Russie. On est l'un des premiers investisseurs, le premier ou le second, on est le premier employeur étranger. Donc les liens économiques entre la France et la Russie sont absolument considérables. Et donc oui, il y a un rôle à jouer. Il y a 3 facteurs, une fois encore, qui peuvent apaiser les tensions politiques, sont les liens culturels, les liens scientifiques et universitaires et les liens économiques. Donc, il y a un vrai rôle pour les entreprises françaises à jouer dans cette crise et il faut rester et s'adapter, bien évidemment, s'adapter de toute façon. C'est quelque chose que vous devez faire en permanence. Question sur les BKS hébergés par la CCFR. Mika, on vous répondra directement. La Russie dépend complètement des importations des semences occidentales pour les betteraves, par exemple, pour son agriculture. La période des semis va commencer dans 2 mois. Y a-t-il une tension particulière actuelle, sachant que cela peut être stratégique pour nourrir la Russie? C'est pas sous sanction. Après, encore une fois, toutes les réserves que tu as soulevées, la possibilité de paiement, les possibilités logistiques, le risque, il est plus là. Mais il n'y a pas de sanctions, évidemment, sur le secteur agricole, autre que les contre-sanctions russes qui ont été adoptées en août 2014. L'État russe peut-il saisir des biens immobiliers personnels? Oui, ils peuvent toujours, mais je ne pense pas qu'ils le fassent. Voilà, je n'y crois pas pour l'instant. On a une autre question de savoir si on devait vendre son bien justement immobilier maintenant. C'est encore une question personnelle, mais je ne sais qui a posé la question. Il peut m'appeler directement pour en parler. Deux questions. Oui, il est 18h20, je crois qu'on va arrêter sur les questions. Alors, je suis désolé parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais je ne voudrais pas qu'on soit trop lent. On revient demain, de toute façon. Mais on revient demain. Il y a juste une question qui est un peu émotionnelle par quelqu'un dont les parents habitent à Kiev et qui dit qu'il est à Paris depuis plus de 25 ans et qui est sidéré par l'hypocrisie omniprésente des médias. Enfin, peu importe, il dit qu'il faut raisonner les Européens afin qu'ils n'envoient pas d'armes en Ukraine, parce que c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez ce que disait Igor en début de session. Donc, rassurez-vous, les gens calment, les choses se calment pour l'instant. On vous remercie beaucoup pour d'être présent encore aujourd'hui. On reviendra demain, bien évidemment. Entre-temps, vous pouvez écrire à notre hotline et continuer de nous poser des questions dès demain. Voilà, merci beaucoup. Avec une nouvelle d'ailleurs, un nouveau format qui est la sélection. Je laisse Arnaud en parler parce que c'est destiné à tout le monde. Voilà. Absolument, l'Observatoire en collaboration avec
services de la Chambre, tous les autres services de la Chambre, publient dès aujourd'hui une revue de presse russe, mais en français et en russe, c'est-à-dire qu'on sélectionne 10 articles, les 10 articles qui nous paraissent les plus pertinents, les plus importants dans les domaines de l'économie, des affaires, mais également de la société, en lien évidemment avec la crise ukrainienne. Donc l'impact, les conséquences, les réactions, en russe avec une traduction partielle, mais quand même substantielle en français. Et tout ça est disponible pour l'ensemble des membres de la Chambre. Comme le président est modeste et peut avoir de ses efforts, vous pouvez également le retrouver à la télévision ce soir. Sur BFM Business à 20h15 heure de Moscou, 18h15 heure de Paris. Voilà, mais merci encore et à demain. Bonsoir. Tenez bon. Bonsoir. À vous, Cognac G.